Quand t'as compris qu'une petite décision peut te suivre toute ta vie, mon frère, Julien, m'a laissé un message vocal à 2h47 du matin, un samedi de novembre. Je l'ai pas écouté, j'étais saoulé, pour être honnête. Depuis 1 an, il buvait trop, et ses appels de nuit finissaient toujours pareil. Des excuses en pleurant pour des trucs vieux de 20 ans, des trucs que je pensais derrière nous. La notif traînait sur mon écran pendant que je faisais mon café, à moitié endormi, prêt à partir bosser. Je me suis dit que j'écouterais plus tard, quand j'aurais la patience pour une autre histoire sur nos parents. À midi, j'avais complètement zappé. Mon téléphone était plein depuis des semaines, alors pendant ma pause, j'ai supprimé plein de vieux messages et vocaux. J'ai effacé le sien sans réfléchir. C'était juste un message de plus dans une longue liste. 3 heures plus tard, ma sœur, Camille, m'a appelé au boulot. Sa voix tremblait tellement que j'ai d'abord rien compris. Puis les mots sont sortis, Julien était mort. Ils l'ont trouvé dans son appart cet après-midi-là. Il s'était pas pointé au garage, alors son chef était allé voir. Pas de traces de violence, pas de mots. Juste Julien sur le canapé, comme s'il dormait. Le médecin a parlé d'overdose, sans savoir si c'était volontaire ou pas. Je me rappelle être resté planté sur le parking du boulot, Camille qui pleurait au téléphone, et moi qui pensais qu'à ce message, celui que j'avais effacé. Et si c'était important? Et s'il m'avait dit quelque chose que j'aurais dû entendre? Un indice? Un appel à l'aide? Quelque chose? J'ai ouvert mon téléphone, les mains qui tremblaient, et je suis allé direct dans les messages supprimés. Je me souvenais que les vocaux restaient récupérables 30 jours. J'avais encore du temps. Sauf que non. Le dossier était vide. Je l'avais vidé moi-même le matin même, pour faire de la place. J'ai senti mon estomac se tordre. J'ai lâché le téléphone, je me suis plié en deux dans le froid, et j'ai vomi. Mon frère avait cherché à me parler, peut-être dans ces dernières heures, et j'avais effacé sa voix. À jamais. Chez Camille, plus tard, la maison était pleine. De la famille qu'on voyait jamais. Tout le monde pleurait, parlait doucement, regardait de vieilles photos. Moi, j'étais juste là, vide. Maman feuilletait un album sur le canapé, le regard perdu. Le mari de Camille m'a pris à part et m'a raconté les détails. La porte de Julien était ouverte. Une boîte de cachet vide sur la table. Il pensait qu'il était déjà parti depuis des heures, probablement juste après m'avoir laissé ce message. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je regardais le plafond en boucle, revivant le moment où j'avais effacé son message sans même y penser. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était un adieu? Une excuse? Ou juste un autre appel de trop? Les questions tournaient à sans fin, m'étouffant. Vers 2 heures, je me suis rappelé que mon opérateur gardait peut-être les transcriptions en ligne. J'ai fouillé partout, anciens comptes, sauvegarde, cloud, rien, aucune trace de sa voix. Quelques jours plus tard, Camille m'a demandé de l'aider à vider son appart avant que le proprio passe. C'était bizarre d'y être. Tout semblait figé, comme s'il allait revenir. Des factures sur le plan de travail, des formulaires d'embauche à moitié remplis, des bouteilles vides. Sous une pile de papier, j'ai trouvé un petit carnet. Son écriture tremblait, irrégulière. Les premières pages étaient pleines de phrases sans suite, de regrets, de trucs sombres. Mais à la dernière page, écrite la nuit de sa mort, j'ai lu « Appelez Max ». J'espère qu'il décroche cette fois. Mon prénom, là, griffonné à la va-vite. J'ai continué à lire. D'autres notes parlaient d'appels, de messages sans réponse, d'invitations que j'avais ignorées parce que j'étais trop occupé. Tout y était. Mon silence, mon absence, ligne après ligne. Puis j'ai ouvert son ordi. Dans les mails envoyés, un message adressé à lui-même, envoyé à 3h10, quelques minutes après son appel. Et ce qu'il avait écrit, ça m'a complètement détruit.